Il est 11h02. Si ça convient à tout le monde, je vous propose de commencer. Bien sûr, au fil de l'eau, on pourra ouvrir l'accès au webinaire aux personnes qui arriveront et elles pourront se raccrocher au wagon sans problème. Écoutez, bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour présenter le Digital Energy Challenge pour l'édition 2023. L'objectif de ce webinaire, c'est réellement donner le maximum d'informations aux candidats potentiels au challenge de cette année. Donc, on va avoir une séance qui sera en deux phases. D'abord, une présentation et ensuite, bien sûr, une phase de questions-réponses. On va essayer de répondre au maximum de questions que vous avez au fil de l'eau pendant cette séance de questions-réponses. Et s'il reste des questions encore ouvertes, on pourra bien entendu revenir vers vous ensuite. Peut-être avant de commencer, si c'est possible, merci de préciser vos noms, prénoms et le nom de votre organisation sur le chat. Par défaut, votre micro est coupé. Normalement, vous n'êtes pas en mesure de l'activer, en tout cas pas avant la phase du Q&A, à contrario des quelques participants qui vont présenter, que vous devriez voir apparaître sur votre écran. Et ce webinaire est enregistré et sera accessible sur le site web du Digital Energy Challenge. Donc, même si, par exemple, si vous ne souhaitez pas voir votre visage enregistré ou votre voix enregistrée, pour la phase de questions-réponses, vous pourrez bien entendu poser les questions par chat. Et puis, du coup, on peut démarrer tout de suite. Donc, l'ordre du jour du webinaire, c'est d'abord une présentation générale du Digital Energy Challenge sur les plusieurs années et de son fonctionnement là pour l'édition 2023. Ensuite, un focus sur les critères d'éligibilité pour les deux challenges en un, le challenge d'un côté startup et le challenge de l'autre côté utilities et technology provider. Ensuite, un focus de pourquoi postuler à Digital Energy Challenge, qu'est-ce que ça vous apporte. Un point un peu plus pratique sur comment déposer votre candidature ensuite. L'objectif étant de s'assurer que vous ayez le maximum d'outils en main pour déposer des candidatures de qualité, qu'elles soient étudiées au bon moment et qu'elles puissent être intégrées au mieux dans le processus de sélection de cette année. Et ensuite, donc, comme évoqué précédemment, il y aura une phase de questions-réponses où vous pourrez au besoin soit ouvrir votre micro, soit poser des questions directement via le chat auquel on répondra. Bien entendu, s'il y a des questions d'ici là qu'on peut traiter directement, on va essayer d'y répondre directement, mais l'objectif sera réellement de concentrer les questions-réponses à la fin de la session. Du coup, je peux passer la main peut-être directement à Cyril, Cyril Renaud de l'AFD qui est avec nous ce matin. Bonjour Cyril. Alors, je vais peut-être juste activer ton micro. Super. Bonjour à tous. Donc je me présente, Cyril Renaud, je travaille à l'Agence française de développement dans la division énergie, donc au siège. Et je vais donc vous présenter brièvement la facilité Digital Energy. Donc c'est un programme qui a été lancé par l'Agence française de développement avec l'appui de l'Union européenne. On a reçu depuis peu également le soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en particulier sur le challenge. Donc, globalement, cette facilité, elle part du constat que en fait, l'augmentation de l'accès à l'énergie, en particulier en Afrique, et l'intégration progressive de sources d'énergie renouvelables sur le réseau nécessite, je dirais, un certain nombre d'innovations, notamment sur la gestion des réseaux, mais pas uniquement. Et donc, il est nécessaire d'accompagner à la fois les sociétés publiques d'électricité, mais également l'écosystème innovant, à travailler ensemble et à développer un certain nombre d'innovations utiles pour atteindre les objectifs que j'ai précédemment cités. Donc, dans ce cadre, on a de la facilité à 4 composantes. Une première composante qui est la digitalisation des opérateurs énergétiques, dans lequel d'environ 7 millions d'euros
dans lequel on accompagne principalement via des études les opérateurs électriques sur, voilà, ça peut être la mise en place d'une feuille de route Smart Grid, ça peut être l'accompagnement à la digitalisation du management, par exemple, d'un bassin versant pour un opérateur hydroélectrique. Voilà, on accompagne aussi, notamment au Vietnam, la digitalisation des réseaux de distribution. Voilà. Donc, on a un ensemble d'études spécifiques pour les opérateurs électriques et on a une composante qui est en train d'être lancée aussi de formation, renforcement de capacité des opérateurs. Donc, on a la deuxième composante qui est le challenge, donc qui sera ensuite présenté de manière plus large. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce deuxième point. Peut-être juste préciser qu'on reçoit de la part de l'Union européenne un soutien sur l'organisation de 4 éditions. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e édition. Et que, en tout cas à l'AFD, on espère pouvoir poursuivre au-delà même de la 4e édition ce challenge, parce qu'il nous semble qu'il répond à de nombreux besoins. On a une 3e composante que nous sommes en train de lancer, qui est la création d'une communauté avec une plateforme numérique, Digital Energy. Donc là, on travaille avec un ensemble de consultants, donc One Point Tactics, mais également une agence de développement web, La Bonne Agence. Et l'objectif va être vraiment de créer une plateforme de soutien à la réalisation de projets. Et donc, on est en train de travailler sur son design et sur son lancement et on espère le lancer d'ici la mi-année. On a ensuite une 4e composante qui est donc une composante dont la mise en œuvre était confiée à investisseurs et partenaires, IEP, et voilà et Gaïa également. Et l'idée, là, c'est de donner des prêts contingents, enfin d'octroyer des prêts contingents à des opérateurs dans le domaine de l'accès à l'énergie. Donc des appuis sous la forme de prêts contingents. Donc ça veut dire que si le projet réussit, le prêt est remboursé. Si le projet ne réussit pas, on peut annuler la dette. Voilà. Je pense que vous passez à la slide suivante. Voilà. Donc on se présente très rapidement. Donc voilà, donc moi je suis à l'AFD, Cyril Renaud. J'ai aussi 2 collègues qui sont impliqués sur Digital Energy, donc Anne-Sophie Rakoutz et Joseph Julien. Donc à l'Union européenne, on travaille avec Sarah Barnat, qu'on ne voit pas là ici, mais qui nous soutient, et puis Iris Nicomédi côté ADEME. Donc on reçoit le soutien pour la gestion de la facilité et la coordination des activités du bureau d'études IELE avec Clara et Nathan, Clara étant la senior et Nathan étant chez IELE également et qui nous accompagne, je dirais, à 100% de son temps sur la gestion des différentes activités. Donc Enea, voilà, qui suit le challenge depuis maintenant 2 ans, 3 ans, avec AETS, et l'équipe est présentée ici. Je ne sais pas si vous allez vous présenter ou je le fais. Je suis un peu gêné pour le faire, je pense que c'est peut-être mieux que vous fassiez. Je vais vous laisser vous présenter, Enea AETS, et puis bien évidemment Victoria, qui est notre responsable communication, qui nous est d'un soutien très très utile, parce que en fait ce genre d'événement, en fait, pour qu'on puisse communiquer voilà, sur à la fois les résultats, mais également aussi sur l'organisation du challenge. Voilà. Donc je vous laisse poursuivre la présentation. Allez, Camille. Merci beaucoup Cyril. Donc, enchantée. Bonjour à tous. Camille Plessis d'Enea Consulting. On va vous présenter aujourd'hui l'organisation du challenge et plus spécifiquement l'organisation de cette 3e édition pour laquelle vous êtes intéressés.
Alors, oui, donc le Digital Energy Challenge, c'est un challenge qui récompense des projets numériques innovants en Afrique. Donc, comme Cyril vient de vous le dire, c'est une composante majeure de la Digital Energy Facility qui a été implémentée par l'AFD ces dernières années. Et il y a un peu un double objectif à ce challenge, c'est de promouvoir des innovations ou des modèles d'affaires numériques qui soit favorisent l'accès à l'énergie, soit améliorent les performances et la qualité de service des opérateurs énergétiques. Donc pour faire ça concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appel à projet qui chaque année est lancé. Donc pendant 4 ans, il y a un appel à projet par an avec 2 catégories. Une catégorie pour les startups et une catégorie pour les opérateurs énergétiques. Et en fait, ces appels à projets vont permettre de financer des lauréats, donc avec un budget de 6 millions d'euros sur 4 ans qui est apporté principalement par l'UE, avec également une participation de l'ADEME de 300 000 euros en 2023. Et ce budget se répartit en fait entre les catégories start-up et la catégorie utilities, c'est-à-dire opérateurs énergétiques, avec une subvention à hauteur de 1 million d'euros par an pour les lauréats, pour les opérateurs énergétiques. Ce challenge, il est accessible à tous les projets qui se développent sur le continent africain pour cette édition 2023. Donc, si on regarde les derniers appels à projets qui ont eu lieu en 2021 et 2022, donc c'est deux appels à projets qui se sont déroulés avec succès. En 2021, nous avons récompensé 8 projets, donc 5 startups et 3 partenariats entre opérateurs énergétiques et fournisseurs de solutions innovantes. Donc, cet appel à projet, il a eu lieu entre avril et juin 2021, donc maintenant il y a 2 ans, avec une cérémonie des prix qui avait eu lieu en novembre 2021 à Paris. Durant cette édition, les projets éligibles étaient uniquement situés en Afrique subsaharienne et dans les éditions suivantes, et notamment celle de cette année, on a élargi aux projets situés dans toute l'Afrique, donc en incluant l'Afrique du Nord également. Et on avait eu à cette époque-là plus de 200 candidatures dans 34 pays et on avait présélectionné 21 projets avant d'arriver à nos 8 projets lauréats. On a également en 2022 du coup eu cette deuxième édition où on a récompensé un peu plus de projets, donc 10 projets avec 6 startups et 4 partenariats entre opérateurs énergétiques et fournisseurs de solutions innovantes. De la même façon, on avait eu un grand nombre de candidatures dans un grand nombre de pays, 36 pays, et on avait présélectionné 25 projets. On a réalisé la cérémonie de remise des prix en fin novembre 2022 à Marseille lors du forum Emerging Valley. Et donc l'appel à projet était ouvert de mars à mai. Et vous pouvez tout à fait retrouver les vidéos qui ont été faites sur le challenge en 2022 et en 2021, ainsi que des informations sur les lauréats sur le site de l'AFD. Et le lien des vidéos du challenge vient d'être ajouté sur le chat, donc vous l'avez directement à disposition. Oui. Si on regarde un peu le planning de cette édition de 2023 qui nous concerne aujourd'hui, donc comme vous le savez tous, le challenge s'est ouvert le 1er mars 2023, donc il y a maintenant 2 semaines, et il se fermera le 15 mai 2023. Donc il est ouvert pour maintenant 2 mois. Et donc pendant cette période, vous pouvez en ligne télécharger le dossier de candidature, compléter le formulaire de candidature qui se trouve dans le dossier. Alors, vous y trouverez également les règles du challenge de façon très détaillée. Et vous pouvez également préparer des documents complémentaires si vous le souhaitez en fonction des réponses au formulaire de candidature. Et tout ce que vous devez faire, c'est déposer ce dossier en ligne, donc sur le site de l'AFD. On va vous redonner tous les liens à la fin de cette présentation, avant le 15 mai 2023, minuit, heure européenne. En parallèle de ça, on a une permanence email pour répondre à vos questions si vous en avez. Et nous, au fil de l'eau, quand on reçoit les candidatures du challenge, on va commencer à faire une analyse de ces candidatures. Normalement, il y aura un comité de présélection qui aura lieu début juin. Et donc, nous enverrons des premières réponses aux candidats présélectionnés autour de mi-juin. Et ensuite, si vous êtes présélectionné, il y aura une phase d'analyse approfondie où nous vous contacterons pour effectuer des entretiens avec vous en vue d'un comité de sélection qui aura lieu début juillet. Et ensuite, du coup, on aura une analyse finale au cours de l'été pour annoncer les lauréats publiquement fin septembre, normalement, avec une remise des prix
et un bootcamp dont on va vous reparler ensuite, qui aura lieu fin novembre. Donc là, vous avez un peu le calendrier de cette édition. Si on passe à la slide suivante, donc quels sont les critères d'éligibilité et est-ce que vous pouvez postuler? Donc c'est sans doute une question que vous vous posez. En ce qui concerne la catégorie start-up, qui est, comme je le disais, une des catégories du challenge, les start-up qui sont éligibles, ce sont celles qui ont moins de 10 ans d'existence, qui ont moins de 100 employés à plein temps. Les start-up doivent être locales, c'est-à-dire qu'elles doivent être implantées dans un des pays éligibles. Donc, la liste des pays éligibles, vous la retrouvez sur le site, mais globalement, ça correspond à l'ensemble des pays africains. Vous devez également avoir moins de 1 million de chiffre d'affaires et avoir levé moins de 1 million de fonds. Des ONG peuvent également postuler, à condition que l'activité, le projet qui est mis en place ait vocation à devenir une société indépendante, ou alors que ce projet dispose d'une équipe et d'un plan d'affaires qui vise clairement à une profitabilité des activités. Donc, typiquement, vous ne serez pas éligible si votre société a plus de 100 salariés, si vous avez été fondé il y a plus de 10 ans ou si vous avez un chiffre d'affaires trop élevé. Vous retrouverez toutes ces règles d'éligibilité sur le site et également dans le document qui rassemble les règles du challenge, qui est disponible dans le dossier de candidature que vous pouvez télécharger en ligne. Je vais laisser la main à Jérôme pour présenter les critères d'éligibilité pour la catégorie opérateur énergétique. Bonjour Camille, bonjour à tous. Donc Jérôme Gavanac à ETS. Donc les critères, on va retrouver bien évidemment la digitalisation. Donc ça s'adresse aux opérateurs énergétiques qui doivent s'associer avec ce qu'on appelle un fournisseur de technologie ou un technical provider en anglais pour les services innovants. Donc c'est un binôme qui se présente. Ça c'est un point important. Vous devez être arrivé avec en tant que utility, et le grand électricien et fournisseur de technologie. Au niveau des opérateurs énergétiques, les opérateurs nationaux intégrés ou non régulés peuvent être sélectionnés, bien évidemment, qu'ils soient dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution, ou en charge de mini-réseaux privés. Voilà. Les agences aussi peuvent être développées, peuvent être sélectionnées, les agences de développement des réseaux ruraux par exemple, ou les opérateurs de réseaux, les régulateurs, les autorités. Je vous laisse, je ne vais pas tout lire. En tant que fournisseur de technologie, la règle est un peu plus souple que pour les startups. Donc là, effectivement, il faut quand même avoir plus de 5 salariés. Au niveau du chiffre d'affaires, on passe à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, on peut s'adresser à des techno-providers un peu plus matures que les startups, mais quand même, on s'est aussi là limité à un maximum de 15 années d'existence. Voilà, et il sera demandé dans le dossier de candidature que vous ayez déjà un peu formalisé vos relations entre fournisseurs technologiques et opérateurs technologiques à travers un mémorandum, un engagement d'affaires, on appelle ça un MOU en anglais, formalisant un peu les règles de votre partenariat. Ne sont pas éligibles, ça c'est important, les sociétés ou les organisations privées du secteur de l'énergie comme les producteurs indépendants, les IPP. Donc si vous êtes IPP, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Ou tous les acteurs du marché purement financiers qui ne possèdent pas d'actifs. Dans le cadre évidemment de la promotion des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre, tous les projets liés associés à de la production de CO2 ne sont pas éligibles, que ce soit les centrales à charbon ou tout ce qui est production à partir de fuel ou d'énergie primaire polluante. Voilà, et puis effectivement, bon, je ne vais pas relire tout ce qui est lié aux énergies fossiles. Je vais repasser la main à Camille. Merci Jean. Oui, donc les thèmes de cette édition 2023, ils sont communs en 2 catégories. Donc que vous soyez une start-up qui souhaite porter un projet ou un binôme opérateur énergétique, technology provider, vous devez rentrer dans les mêmes thèmes. Donc vous avez le choix entre 3 thèmes dans lesquels sous lesquels vous pouvez candidater. Le premier, c'est accès universel à l'électricité et mini-réseau.
qui englobe, on va le détailler plus tard, mais globalement toutes les innovations qui ont trait à supporter le développement de mini-réseaux. Le deuxième thème, c'est la gestion efficace du réseau électrique. Et le troisième, on l'a nommé résilience et décarbonation des systèmes électriques, qui est plus lié à des notions de stabilité des réseaux, d'efficacité énergétique. Donc, si on rentre un peu plus en détail dans ces thèmes, le thème numéro 1, ça englobe en fait toutes les innovations numériques dans le domaine des mini-réseaux. L'objectif étant d'en maximiser l'efficacité, l'impact et la vitesse de déploiement. Donc, typiquement, on vous a donné des exemples, hein, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans toutes les catégories, mais si votre projet se reconnaît dans une d'entre elles, en fait, ça veut dire que vous êtes éligible à ce thème. Donc, dans les exemples qu'on peut vous donner, on va retrouver les systèmes de gestion de l'énergie qui permettent d'utiliser de façon optimale ces mini-réseaux. On va retrouver également les technologies logicielles et matérielles qui permettent d'intégrer efficacement des actifs à usage productif au sein du mini-réseau. On parle aussi de toutes les solutions algorithmiques qui permettent au système de stockage de minimiser l'utilisation de générateurs fossiles. On pourrait également avoir des projets qui développent des outils qui facilitent les interconnexions entre un réseau principal et des mini-réseaux, ou alors des systèmes et algorithmes qui consolident les nanoréseaux en mini-réseaux. Et enfin, typiquement, on pourrait avoir des outils qui font de l'analyse de données géospatiales pour évaluer la demande en électricité et potentiellement, du coup, en aval, développer ces mini-réseaux. Donc voilà, c'est toutes les possibilités de projets qu'on regroupe en dessous de ce thème-là. Quand on parle du thème numéro 2, qui est donc la gestion, une meilleure gestion du réseau électrique, on va retrouver tous les services et les produits numériques qui assurent le bon fonctionnement du réseau électrique. Donc, on a regroupé ça sous 3 sous-thèmes. Le premier, c'est ce qui permet en fait de partager des données sur le réseau, ce qui permet typiquement d'améliorer la cartographie, d'avoir un meilleur traçage et une meilleure vision de comment le réseau fonctionne, typiquement avec de l'intégration IT-OT ou des systèmes basés sur l'Internet des objets. On va avoir également tous les projets qui permettent de mieux gérer opérationnellement le réseau au jour le jour, donc notamment avec l'optimisation de la durée de vie des actifs. Vous pourriez développer des outils de simulation qui améliorent la formation, la planification des actifs, ou typiquement une numérisation des sous-stations. Et enfin, il va y avoir tous les projets qui ont trait à l'amélioration de la disponibilité de l'électricité et de la qualité du service du réseau. Typiquement, on va retrouver ici des développements technologiques qui permettent de gagner en efficacité sur ces réseaux de transport. Donc, concrètement, en fait, on parle de réduction des pertes techniques, réduction des pertes non techniques également. Et à ça se rajoute l'amélioration de la relation client, typiquement avec de la numérisation des services, et l'amélioration de la continuité de l'alimentation électrique. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui se regroupe en dessous de ce thème numéro 2. Et enfin, on a un troisième thème. Alors, quelqu'un nous dit qu'il n'entend pas bien. J'espère que c'est mieux comme ça. Je me suis rapprochée du micro. N'hésitez pas à le dire si la situation ne s'améliore pas. Donc pour ce thème numéro 3, on parle ici de solutions numériques qui permettent le développement d'une infrastructure à la fois plus décarbonée et plus résiliente. Donc en fait, ça englobe un peu 3 sujets. Le premier, c'est le fait que toutes les solutions qui vont permettre d'intégrer plus facilement des énergies renouvelables, donc des systèmes d'outils, enfin des outils numériques qui vont permettre de prévoir la production d'énergie renouvelable ou qui vont maximiser cette production dans des systèmes hybrides. On va également avoir tous les projets qui sont liés à la stabilité et la flexibilité du réseau. Donc ici, on parle d'équilibrage du réseau, renforcement de la capacité à travers des outils numériques, ou typiquement, on pourrait imaginer un outil numérique qui approvisionne en énergie renouvelable des pairs via des échanges bilatéraux. Et enfin, si vous avez un projet qui permet de réaliser des économies d'énergie au niveau de l'utilisateur final, typiquement avec des solutions de compteurs intelligents pour un meilleur suivi des consommations, vous rentrez également dans ce thème numéro 3. Évidemment, tout ce qu'on vous donne comme détail ici, ce sont des détails qui sont en fait des exemples
qui vous permettent de vous projeter et de mieux comprendre ce qu'on entend par ces grands thèmes. Mais voilà. Tous ces détails-là sont aussi, bien entendu, sur l'ensemble des documents constitutifs du challenge. Et donc, vous allez pouvoir retrouver le descriptif complet, notamment des critères d'éligibilité et des thèmes sur les règles du challenge qui sont dans les différents documents qu'on peut parvenir et accessibles via le site web du challenge aussi. Exactement. Donc, quelque chose d'important pour être éligible, en plus de rentrer dans le thème, d'avoir des critères d'éligibilité en termes de taille d'entreprise, il est important que votre projet ait 2 composantes. Le premier, c'est qu'il soit local. On insiste là-dessus, ça veut dire que les activités de gestion du projet et l'activité où le projet a lieu doivent se passer dans le pays. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, quand vous êtes une start-up, être une start-up d'un pays qui n'est pas africain et où il faut en tout cas que le projet ait lieu dans ce pays africain. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un salarié à temps plein dans ce pays. La deuxième composante qui est assez importante, c'est le côté numérique. Donc, comme vous l'avez bien compris dans les thèmes, ce projet, il doit utiliser une technologie numérique. Donc, qui doit soit être développée comme une proposition de valeur principale du projet, soit être utilisé dans le projet au cœur de son modèle d'affaires et au cœur du projet. On a ces 2 composantes qui sont très importantes. Les critères qu'on va utiliser pour analyser vos projets, en fait, ils se répartissent en 3 blocs. Le premier, c'est le côté numérique et le côté innovant de votre projet. Donc, en fait, le projet doit être innovant. Ça veut dire qu'il doit être innovant soit intrinsèquement, vous apportez une idée qui est complètement nouvelle, que ce soit dans la façon dont le modèle d'affaires est construit ou que ce soit dans l'innovation numérique en tant que telle. Le projet, il peut également être innovant dans le sens où cette innovation n'a pas encore été déployée dans un contexte local. Donc là, on va plutôt parler d'innovation géographique quand vous apportez une innovation dans un endroit qui ne le connaissait pas. Le deuxième critère qu'on va utiliser, c'est l'impact et les avantages de votre projet. Donc l'impact, on le mesure à la réplicabilité de votre projet. Donc, est-ce que c'est un projet qui pourra être répliqué et qui pourra avoir un impact conséquent sur les réseaux électriques, typiquement. Et également le fait que vous répondiez à des problématiques qui sont aujourd'hui non résolues. Et enfin, que vous créiez des externalités positives, que ce soit en émissions de CO2 réduites, en création d'emplois, autonomisation des femmes, etc. Donc ça, c'est le volet impact. Et enfin, on va regarder également les conditions de réussite de votre projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un modèle d'affaires qui soit solide derrière, que vous ayez une équipe qui soit crédible, avec un plan de mitigation des risques, et à la fois des risques économiques, mais également des risques ESG, donc environnementaux, sociaux et au niveau de la gouvernance. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur la méthodologie de notation, elle est disponible dans le règlement de l'appel à projet que vous pouvez trouver dans le dossier de candidature qui est téléchargeable sur le site du challenge. Alors, pourquoi postuler? Vous postulez ici pour avoir une récompense à la fois financière, donc vous aurez une subvention, mais également à avoir une assistance technique, c'est-à-dire en fait une assistance qui est proposée par une autre entreprise qui sera de votre choix. Vous aurez également, si vous êtes lauréat, de la visibilité, puisque vous profiterez des campagnes de communication qui sont faites par l'AFD sur les réseaux sociaux, notamment pendant la cérémonie de remise des prix. Et enfin, vous pourrez rencontrer lors d'un bootcamp, lors de la cérémonie qui durera quelques jours, vous pourrez rencontrer les autres lauréats et donc discuter avec des entreprises et des entités qui ont probablement les mêmes problématiques que vous ou qui au moins travaillent sur les mêmes sujets. Donc pour les startups, les subventions vont jusqu'à 150 000 € par startup, et ça comprend l'assistance technique. Et pour les opérateurs énergétiques, vous aurez jusqu'à 500 000 €. Donc ça comprend également l'assistance technique. Ça peut être moins, ici on parle d'un maximum, donc vous pouvez demander moins si vous le souhaitez. Slide suivante. Donc, on espère que vous allez pouvoir candidater de façon facile. Pour ça, on a essayé de vous proposer dans le formulaire de candidature des indications détaillées.
Vous avez également à votre disposition un FAQ, donc une foire aux questions, qui est disponible sur le site web et qu'on va mettre à jour régulièrement. Et si vous êtes si vous êtes opérateur énergétique ou fournisseur de technologie, que vous souhaitez postuler mais que vous n'avez pas encore trouvé votre binôme pour postuler, comme l'a indiqué Jérôme, il faut être en binôme si vous êtes dans cette catégorie-là. Vous pouvez également, quand vous téléchargez le dossier de candidature, demander de l'aide pour trouver, pour être mis en relation avec un binôme potentiel. Pour les lauréats, si vous êtes sélectionné à la fin de ce challenge, on vous aidera également, si vous le souhaitez, pour identifier un prestataire d'assistance technique. Si vous avez une idée de l'assistance technique que vous souhaitez, on vous aidera pas forcément, mais si vous en avez besoin, c'est possible. On vous fournira également des documents, donc un modèle de convention de subvention. On va vous fournir des documents qui vont vous permettre de faire du reporting, donc de suivre l'évolution de votre projet au fur et à mesure. Et les fonds seront débloqués par versement au fur et à mesure de l'avancement du projet. Donc, ce ne sera pas un versement d'un seul bloc, il y aura plusieurs échelons. Et ces échelons, ils pourront aller jusqu'à 18 mois après la cérémonie de remise des prix. Si je peux me permettre une addition ici, réellement, l'objectif le fait de minimiser l'ensemble de ces contraintes, c'est vraiment d'encourager des candidatures de qualité. Notre rôle ici, c'est d'essayer de pousser des projets innovants et de vous accompagner dans vos projets sur le digital dans l'énergie en Afrique. Et vous avez entre guillemets de la chance, si je peux me permettre, parce qu'il y a eu déjà 2 éditions auparavant, on a déjà appris beaucoup de choses, on continue d'apprendre d'année en année. Donc, l'équipe est à votre disposition aussi. Si vous avez des retours, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires dans les différents documents qu'on met à disposition, il y a une adresse mail qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Vraiment, notre objectif à tous, côté de l'équipe d'organisation, et je pense que je parle pour le compte aussi de mes collègues chez AETS, à l'AFD, à l'ADEME, c'est de faire en sorte que les candidatures soient de qualité et que les projets marchent et fonctionnent ensuite. On n'a pas du tout un objectif de alourdir quoi que ce soit. On sait que dans un contexte d'innovation, vous pouvez être focalisé par vos enjeux opérationnels. L'objectif, c'est que vous soyez le plus focalisé possible sur ces enjeux opérationnels-là, mais que vous ayez l'aide qu'il faut pour pouvoir aller loin dans le développement de vos projets. Je te laisse la main si tu veux. D'accord. Donc ça fait la transition. Encore une fois, on a mis à disposition un certain nombre de choses. Donc, les liens que vous avez juste en haut de cette page pour les startups et les opérateurs énergétiques, je viens de les épingler à la conversation sur le Teams. Normalement, vous le verrez comme message qui apparaît tout en haut. C'est vraiment les liens principaux qui vont vous intéresser, dans le sens où si vous allez sur cette page, vous pourrez toujours retomber sur l'ensemble des informations nécessaires, à la fois les formulaires de préinscription, les formulaires de candidature, les règles, les FAQ dont a parlé Camille précédemment. C'est vraiment le point névralgique de là où vous trouverez l'information. Vous aurez aussi d'ailleurs, via cette page, accès à la page des webinaires de présentation et donc accès à l'enregistrement de cette session. Donc, première étape, c'est ça. Deuxième étape, on vous encourage à donc remplir le formulaire de préinscription et télécharger le dossier de candidature pour bien être sûr aussi de ce qui est demandé, ce qui est attendu, des différents critères d'éligibilité aussi, et de compléter ce formulaire de candidature et de préparer l'ensemble des documents de candidature. L'objet, c'est réellement que d'ici au 15 mai, donc 23h59, la fermeture du challenge, on est le maximum de candidatures le plus complète possible. Plus votre candidature sera complète, sera précise, sera détaillée et en fonction des différents critères d'éligibilité, si elle est en phase avec les thèmes et avec les critères d'éligibilité, plus vous maximisez votre chance d'être retenu et de passer donc à l'étape suivante qui sont les comités de sélection. Pour rappel, on vous contactera donc si vous êtes présélectionné entre courant du mois de juin, on risque de revenir vers vous pour vous poser des questions ici au comité de sélection. L'objectif étant de faire les sélections avant l'été. Donc voilà, ça c'est vraiment les prochaines étapes. C'est la slide entre guillemets la plus importante pour l'ensemble des candidats aussi. Allez sur les liens et n'hésitez pas bien entendu si vous avez des questions à revenir vers nous. Et puis ensuite, donc ça c'est pour vous candidats.
puis je vais parler pour vous, ambassadeur du Digital Energy Challenge aussi. Peut-être que vous ne portez pas spécifiquement un projet qui est directement dans les critères d'éligibilité du challenge, mais que via votre réseau, localement, ou par rapport à votre métier et votre expertise, vous connaissez des acteurs qui peuvent, eux, être intéressés pour candidater, pour soutenir leur projet d'innovation dans l'énergie et dans le digital en Afrique. On vous invite réellement à partager l'ensemble de ces informations. Encore une fois, le lien de la page web du challenge est une valeur sûre, entre guillemets. Vous avez un lien unique où vous savez que là, il y aura toutes les informations. Il y aura aussi, dans ce lien, vous retrouvez la brochure. La brochure, l'idée, c'est, si je ne m'abuse, c'est 2 pages. C'est vraiment une synthèse de l'ensemble des éléments clés du challenge. Et puis aussi, il y a un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux qui sont prêts à être partagés. On a fait la communication via différents groupes d'organisation ou groupes personnels sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à les relayer. Vous pourrez retrouver ça à la fois via les liens qu'on communiquera, mais aussi directement sur ces réseaux sociaux, notamment via les posts de l'AFD sur ces différents réseaux. Et donc, il est midi moins 20, donc une fois n'est pas coutume, on a avancé un peu sur notre timing, ce qui est très bien. Et donc, j'ouvre aux différentes questions. On a déjà répondu, excusez-moi, je reviens sur la présentation, je l'ai peut-être perdu. On a déjà répondu à une partie des questions Oui. au fil de l'eau. Néanmoins, il y aura certainement d'autres questions. Oui, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Je vois qu'il y a une question de René Demazeux. Une ONG qui n'a pas de salariés peut-elle être éligible? Malheureusement. Une première réponse que tu peux voir et puis compléter effectivement. Et malheureusement, il faut avoir au moins un employé à temps plein. Donc, c'est le critère minimal. Est-ce que tu as répondu à celle-ci? Est-ce qu'une filiale locale en Côte d'Ivoire d'un grand groupe international peut-il être éligible en partenariat avec une agence d'électrification rurale? Donc, j'imagine que là, on parle de la catégorie opérateur énergétique, parce qu'il y a un partenariat. Et oui, en effet, vous êtes éligible si vous êtes une filiale locale. Camille, je vais me permettre d'apporter une précision, puisqu'on a eu le cas l'année dernière. Là, si l'expérience compte, il faudra quand même que la filiale locale apporte dans le projet une part du projet significative. Ce n'est pas un porteur d'une technologie du groupe principal. Hein. C'est vraiment important que le projet soit développé par la filiale locale avec une forte composante locale, on va dire. Voilà. L'objet de ça, c'est réellement, si on repense aux objectifs généraux du challenge et de la facilité, hein, c'est d'encourager l'innovation digitale dans l'énergie en Afrique. Donc, c'est vraiment l'ensemble des mots de cette phrase sont importants et réellement, l'objet de ce critère-là que Jérôme a à juste titre précisé, c'est de faire en sorte de s'assurer que l'innovation est au maximum localisée dans les pays où les projets sont réalisés. Donc, c'est vraiment essayer d'éviter d'avoir quelque chose où on va, entre guillemets, par exemple, acquérir un software qui vient d'une autre localisation et juste, entre guillemets, déployer le software sur une géographie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de porter de l'innovation au sein même des géographies concernées. Je vais juste, je voudrais pas, une précision, parce que je voudrais pas introduire de confusion. On parle d'un grand groupe ne répondant pas aux critères du techno-provider. Évidemment, si vous répondez aux critères du techno-provider, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions, moins, etc., il n'y a pas de problème. Vous pouvez être hors d'Afrique. Hein. Il n'y a pas de critères de localisation sur ce point-là. Mais je parlais, la précision, c'était vraiment si vous êtes une grande multinationale, pour faire clair. Voilà. Autoriser encore des personnes. Peut-être la question suivante dans le... Alors, il y avait une question sur l'eau. L'eau est-il un sujet? Donc, Emmanuel Chochois, j'ai fait une première réponse à l'écrit disant que la Digital Energy Facility et donc aussi le Digital Energy Challenge sont principalement focalisés sur les enjeux énergétiques. Par contre, voilà, on vous invite à regarder les critères d'éligibilité. Peut-être que dans le cadre de votre projet, il y a une composante énergie qui, elle, est dans les critères d'éligibilité et voir en fonction du niveau de développement de votre projet
peut-être que vous aurez le souhait d'adapter votre projet et d'inclure une composante centrale. Hein. L'énergie reste la composante centrale, bien entendu, mais liée à l'énergie. Ça, c'est répondre à la question. Alors, aussi du deck, je te laisse peut-être prendre celle-là. Oui, donc la question c'est sur le site. Donc en fait, en réalité, dans le FAQ, en effet, on lit que les technologies providers peuvent soit avoir moins de 15 ans d'existence, soit avoir développé récemment. Et dans la brochure, on peut lire end au lieu de or. Quelle est la version correcte? La version correcte, c'est end. En effet, c'est une coquille qui nous avait déjà été remontée et on va la changer très prochainement dans le FAQ. Il faut donc bien avoir moins de 15 ans d'existence et avoir récemment développé une innovation. Merci pour votre regard attentif et comme vous l'imaginez, on prend les points et les questions qui sont relevées ici et qui nécessitent une action comme une action directement pour adapter le document. Ils seront directement mis à jour sur la page du challenge avec les bonnes formulations. Donc, suivant. Pouvons-nous vous soumettre une idée de projet pour être sûr de répondre à un thème avant de déposer le dossier? Dans l'idéal, non, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas répondre à des milliers de mails sur est-ce que tel projet est éligible ou pas. Essayez, dans la mesure du possible, de le faire avec les descriptions détaillées des thèmes qu'on vous a présentés et qui sont également disponibles dans le document des règles du challenge. Si néanmoins vous avez vraiment un doute sur quelque chose qui est très ambigu, vous pouvez toujours nous envoyer un message. Mais voilà, on ne va pas forcément répondre à des milliers de demandes individuelles. Le but étant que vous vous retrouviez dans les thèmes qui sont décrits. Tu veux prendre la question suivante? La suivante. Donc, une start-up française portée localement par une société ayant une structure juridique en Afrique, est-il un montage possible? Donc, l'apport local, c'est important car c'est le déploiement et le maintien local. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce point-là. Je parle peut-être sous ton contrôle, Camille. Ce point-là, on va peut-être le vérifier aussi. Pour moi, oui. Étant donné qu'il y a une structure juridique en Afrique et que c'est elle qui porte le projet. Maintenant, voilà, il y aura, je pense, dans le cadre de cette configuration, une attention effectivement particulière portée au fait que le projet soit effectivement conduit localement, déployé localement et des impacts locaux. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Tant que cette start-up a une structure, enfin, tant que la structure juridique qui postule répond aux critères d'éligibilité qu'on vous a présentés, alors c'est éligible. Alors, je me permets de marquer des j'aime sur les questions auxquelles on a répondu. N'hésitez pas, bien entendu, à compléter les questions. On a voilà, une liste de questions à venir. On les passe une après l'autre chronologiquement. Peut-être, quelle est la durée maximale admissible pour un projet? Alors, peut-être pour préciser, dans le cadre du Digital Energy Challenge, il y a un accompagnement qui est fait et un suivi du déploiement des projets qui est fait pendant 18 mois. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez signé votre convention, et c'est-à-dire que vous bénéficiez des premiers versements, l'idée, ça va être de suivre la progression du projet pendant 18 mois. Si je ne m'abuse, il n'y a pas de limite de temps sur la durée d'un projet. Il faut avoir quand même des objectifs quantifiés qu'on puisse ensuite mesurer. Entre guillemets, si vous avez un projet sur 10 ans, ce sera quand même beaucoup plus difficile de se rendre compte de l'impact des fonds qui auront été employés pour soutenir le déploiement de ce projet. Et aussi, je pense qu'en général, les projets d'innovation ont toujours un peu un objectif de date, hein, de fin du projet. Est-ce qu'il y a une durée maximale formellement? Je ne suis pas sûr. Vous allez postuler pour un projet la subvention pour laquelle vous postulez, c'est pour 18 mois maximum de déploiement. Donc, en fait, on va considérer que le projet, la durée maximale du projet est 18 mois. Après, ça peut être finalement une étape d'un plus gros projet qui, lui, a trait à plus long terme. Mais disons que l'accompagnement du challenge se limite à 18 mois maximal.
Esther? Je ne sais pas si Jérôme, tu veux compléter par rapport à la catégorie opérateur énergétique. Non, non, je crois que c'est très clair, c'est exactement ça. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'une entreprise d'environ 12 ans avec une vingtaine d'employés au Burkina pourra être éligible? Alors, dans la catégorie start-up, non, parce que vous avez plus de 10 ans d'existence. En revanche, dans la catégorie opérateur énergétique, si vous pouvez être un technology provider. Typiquement, vous rentrez. Ah non. Est-ce que vous rentrez dans les. Je vais le passer à l'écran. Oui, vous rentrez dans la catégorie, tout à fait. Et donc, si vous trouvez un opérateur énergétique avec lequel faire un partenariat, vous pouvez postuler dans la catégorie opérateur énergétique. Donc, vous n'êtes pas éligible à la catégorie start-up, mais vous êtes éligible à la catégorie opérateur énergétique si vous avez un binôme, donc un opérateur public avec lequel vous déployez ce projet. Pour rappel, on a remis à l'écran là les critères sur les opérateurs énergétiques. Et vous pouvez, encore une fois, s'il y a un projet spécifique que vous souhaitez porter et être mis en relation, enfin, que vous êtes porteur d'une technologie que vous souhaitez être mis en relation avec un opérateur, on a potentiellement possibilité de vous accompagner à identifier les bonnes portes d'entrée si vous n'en disposez pas aujourd'hui. Alors, je pense. Vas-y. Je veux peut-être pour la suivante. Une start-up immatriculée en France ayant une participation dans une société locale peut-elle participer? On rentre sur des spécificités, je ne suis pas sûr, parce que il y a un critère de local. Oui. Si ça vous convient, je vous propose d'avancer à la question suivante et moi j'investigue ce point-là pour vous donner une réponse la plus précise possible. Oui. Si tu as déjà l'information. Non, mais je pense que la réponse est non, mais il faut qu'on vérifie. Ouais, je pense aussi que la réponse est non, mais je prends le point, je regarde tout de suite sur les règles et je t'invite Camille peut-être à prendre la question suivante. Oui. Donc, une question de Géraldine Brugman-Pallière. Pour le challenge opérateur énergétique, le fournisseur de services doit-il avoir nécessairement moins de 15 ans d'expérience? Oui, on a aussi répondu à cette question juste avant. En effet, oui. Toutes les questions doivent-elles se poser par SMS? Pour l'instant, oui, parce que c'est plus simple pour nous de les traiter comme ça sur le chat. Vous pouvez également poser vos questions par email après la présentation si nous n'avons pas le temps de toutes les prendre. Bonjour. Alors, nous avons une question de Monsieur Loumé. Bonjour. Vous travaillez à la Société d'électricité du Sénégal. Nous souhaiterions savoir si le projet peut être un projet qui est au stade idée et dont le développement est projeté avec la start-up. Donc là, on est dans le cadre d'un partenariat. Jérôme, si tu veux prendre cette question, peut-être. Mon cerveau était parti. Tu me disais, répète la question. La question, est-ce qu'un projet, donc opérateur énergétique, technology provider, avec du coup comme opérateur énergétique la Sénélec, peut-il être un projet qui est au stade idée, dont le développement est projeté avec la start-up? Non, c'est un projet, on parle de projet, donc on ne parle pas d'idée. Non, il faut impérativement qu'il y ait une réalisation. Donc non, malheureusement, non, je dirais non. Alors, peut-être juste, je reviens sur la question précédente pour apporter la réponse concernant la start-up immatriculée en France et une participation dans une société locale et sur son éligibilité ici. Donc, le local est défini dans le cadre du règlement de l'appel à projet comme des entités dont le siège, donc activité de gestion, se situe dans le pays où l'activité où le projet a lieu et dont au moins un salarié travaille à temps plein dans ce pays. Et donc, à ce titre, si les activités de gestion de la start-up sont localisées en France et que c'est la start-up qui porte le projet, cette start-up ne sera malheureusement pas éligible dans le cadre du challenge. Ouais. Ok. Ensuite, on a une question sur est-ce que les idées en cours de maturation et sans prototype sont-elles éligibles? Alors, comme on l'a dit, si vous êtes juste au stade d'idée, vous n'êtes pas forcément éligible.
En revanche, il n'est pas nécessaire d'avoir un prototype pour postuler, notamment dans la catégorie start-up. Donc, l'existence d'un prototype n'est pas obligatoire. En revanche, le projet est censé déployer une innovation et non pas nourrir une idée qui est à l'état très, très, très abstrait. On a une question. Est-ce que sur la thématique 1C, pouvez-vous préciser de quel système de stockage vous parlez? Si on revient sur les thèmes, en effet, on parlait de système de stockage et algorithmes minimisant l'utilisation de générateurs à combustible fossile. Donc ici, on parlait de système de stockage d'énergie. C'est-à-dire que mais le projet doit soutenir une innovation numérique. Donc en fait, vous allez avoir plutôt des algorithmes qui permettent de mieux optimiser des systèmes de stockage d'énergie au sein d'un mini-réseau. Après, si votre projet est plutôt sur un stockage de données, mais qu'il permet de la même façon d'améliorer l'efficacité de mini-réseau, c'est également éligible. Oui, un projet peut être... Donc, on a une question suivante. Un projet peut-il être éligible sous plusieurs catégories? Plusieurs catégories, ça veut dire être éligible à la fois à la catégorie startup et à la catégorie utilities. Et dans le processus de soumission du projet, il faut préciser la thématique visée où ce sera au comité de sélection de définir la pertinence d'un projet sur un thème particulier. Alors, donc, je ne sais pas si je comprends bien la question. Déjà, est-ce qu'un projet est éligible sous la catégorie start-up et opérateur énergétique? Alors, vous pourriez, mais en fait, on vous demande de choisir. Donc, vous n'allez pas forcément postuler aux deux. Vous allez postuler soit dans la catégorie start-up, soit dans la catégorie opérateur énergétique. Et ça dépend de la nature de votre projet, et il faut que vous regardiez si vous rentrez mieux dans les conditions d'éligibilité d'une des catégories ou de l'autre. Si la question c'est un projet peut-il être éligible sous différents thèmes, donc là on se rappelle il y a 3 thèmes, alors oui, en théorie il pourrait être éligible sous plusieurs thèmes. En revanche, on vous demande d'en choisir un. Dans le dossier de candidature, dans le formulaire que vous devez remplir, vous devez préciser la thématique visée. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est définitif, mais ça nous permet, nous, de mieux comprendre la nature de votre projet et choisissez celle qui est la plus évidente, si vous avez un doute entre 2 thèmes. Bien entendu, il est possible que des projets puissent couvrir plusieurs thèmes. Les thèmes sont relativement... normalement, on a fait en sorte que les thèmes soient le plus isolés possible, mais effectivement, certains projets peuvent venir à être à cheval sur 2 thèmes. Voilà, on vous invite vraiment à, pour le coup, choisir le plus adapté dans votre cas précis. Ouais. Ensuite, on a une question d'Éloi. Dans la question 16 du FAQ, il est dit que cette édition se concentrera sur les thèmes 2 et 3. Est-ce que cela signifie que les projets portant sur le thème 1 ne sont pas sélectionnés? Alors, nous allons vérifier ça. Peut-être ce qui avait... on va regarder ça. Oui, on va regarder ça, on revient vers vous. Ouais, cette question. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'il est possible de proposer un projet dont le prototype est développé en interne chez l'opérateur énergétique et que l'opérateur s'associe à une start-up pour faire évoluer le projet? Jérôme, tu veux prendre cette question? On est également sur la catégorie opérateur. La question de Madame Louis. Je ne sais pas si je peux y répondre aussi. Je dirais non, je ne vois pas comme ça d'impossibilité à ce que ça soit qu'une partie rien ne dit qu'une partie du projet ne peut pas être développée par l'utility, voilà. Donc je dirais non. Après, il faut effectivement pas. Il faut qu'il y ait quand même il faudra quand même que le techno provider, à la fin, je pense, mais je m'engage un peu, puisse aussi lui-même promouvoir au-delà du projet cette solution, hein, parce que c'est un petit peu aussi l'idée, c'est promouvoir, comme dit Khalid, c'est promouvoir les startups ou les techno-providers en Afrique. Voilà, donc il faudra aussi que cette demande reste vraie. Mais je dirais partir d'une base développée par l'utility et puis après industrialisée, répliquée par la startup, oui, pourquoi pas. Oui. Merci Jérôme. Et du coup, pour revenir sur la question précédente, donc c'était la question 16 du FAQ effectivement.
où il y avait une demande sur les projets d'accès à l'énergie hors réseau et notamment les projets de clean cooking, de solaire à usage productif, par exemple. Sont-ils éligibles? Et donc, dans cette réponse, effectivement, ce qui était détaillé, c'est ces trois thèmes-là, en disant qu'on allait principalement viser des projets qui en fait, qui correspondent aux trois thèmes. Donc, le wording est effectivement porte à confusion puisqu'on dit qu'on se focalise sur le thème 2 et 3 et ensuite on dit qu'on se focalise aussi sur le thème 1. Donc, on rassure, les trois thèmes sont d'intérêt pour le challenge à part égale. Néanmoins, et là pourquoi il y avait cette réponse à cette question, le clean cooking par exemple ne participe pas à aucun des trois thèmes, en tout cas aujourd'hui. Le solaire à usage productif non plus. Travailler sur comment piloter du solaire pour faire en sorte que le réseau tienne le coup dans le cadre de la thématique 1, pour le coup, ça rentre. Ce n'est pas vraiment le solaire en soi pour produire uniquement de l'énergie, c'est vraiment comment est-ce que ça s'intègre dans la gestion et le déploiement du réseau. Donc, c'était l'objet de cette réponse. Ce qu'on vous propose, c'est on note le point, on va essayer de clarifier juste le phrasé sur cette réponse. On vous confirme bien que les trois thématiques sont éligibles dans le cadre du challenge. Oui. Ensuite, on a une question. Est-ce que les idées en cours de maturation et sans prototype sont-elles éligibles? Donc, on y a déjà répondu. Vous pouvez ne pas avoir de prototype. En revanche, les idées en cours de maturation, si juste à un état d'idée, c'est peut-être un peu précoce par rapport. Il faut que le projet ait comme but et comme finalité de développer une innovation concrète. Et il y a également un point sur le fait que vous n'avez pas pu encore finir la légalisation de votre structure. Et malheureusement, il faut que la structure soit enregistrée et existe en fait pour que vous puissiez rentrer dans le cadre d'éligibilité du challenge pour les startups. Après, si je peux me permettre, on a encore 2 mois. Ça peut aussi encourager à faire maturer des projets. Ensuite, on a une question. Est-ce que les collectivités peuvent postuler? A priori, dans le challenge pour les startups, non. Pour le challenge pour opérateurs énergétiques, alors je ne sais pas ce que vous entendez derrière collectivité. A priori, non également, sauf si vous êtes une agence d'électrification rurale. Typiquement, là, vous rentrez dans les critères d'éligibilité. Oui, c'est effectivement, si je vois les critères spécifiques et la définition d'opérateur énergétique, donc je vais essayer de lister un peu les points pour préciser un peu cette réponse. Donc, une société ou un organisme public de distribution d'électricité, je parle sous le contrôle de Jérôme bien sûr, donc distribution d'électricité, donc un opérateur qui possède des actifs, qui possède des postes de transformation, qui possède du réseau. Donc soit à ce moment-là, ça peut être un opérateur qui va opérer des mini-réseaux publics. Donc, dans ce cas-là, ces opérateurs ont comme clients, c'est possible qu'ils aient comme clients les collectivités, mais c'est l'opérateur réellement. Ça peut être un opérateur énergétique national de production ou alors intégré verticalement, donc on a un opérateur énergétique national qui fait l'ensemble des périmètres. Ensuite, il y a un opérateur de système indépendant d'énergie, une organisation régionale de distribution d'énergie, un régulateur ou une autorité d'électrification rurale. Je pense que ces 2 points-là sont les points les plus proches d'une collectivité. On ne parle réellement pas de la collectivité à proprement parler, mais on parle des autorités publiques qui ont une forme de décision sur la partie réseau électrique et la production d'électricité. Et enfin, un opérateur énergétique privé, s'il opère au nom d'un État ou dans un régime de délégation de service public. Donc, encore une fois, un peu comme pour un opérateur de mini-réseau, par exemple, c'est vraiment un opérateur qui peut être privé sous réserve qu'il en fait, opère des actifs qui, eux, sont publics et qui sont à portée, on va dire, générale, soit d'une région ou soit d'un pays. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'une entreprise peut s'inscrire dans plusieurs thèmes avec des projets différents? Alors oui, il n'y a pas de contre-indication à cela. En revanche, on vous conseille fortement de vous focaliser sur un projet.
tout simplement parce que votre candidature sera de meilleure qualité. Et donc, ouais, on vous conseille de vous concentrer sur le projet qui vous paraît le plus prometteur ou le plus à même d'être choisi au sein du challenge. Mais il n'y a pas de contre-indication si vous souhaitez vous inscrire avec des projets différents. Ensuite, on a une question. Est-ce qu'une agence d'électrification africaine lauréate l'année passée peut-elle être éligible sur un nouveau projet? Jérôme, est-ce que tu veux répondre à cette question? À ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction à être lauréat plusieurs années de suite, hein. J'ai peut-être un doute sur ça. Est-ce qu'on peut peut-être revenir? On y revient, je vais revoir les règles directement. Tu les as? Je vais regarder les règles. Je ne laisse pas progresser, je vais vérifier ce point-là pour être bien sûr. Ensuite, on a une question de Maboupi. Dans le cas où un projet est tributaire d'un dispositif, à quel stade doit être ce dispositif pour que le projet soit éligible? Nous avons, en ce qui nous concerne, dépassé le stade de prototypage. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait la question, mais vous n'êtes pas obligé d'être à l'étape de prototype pour postuler. Si vous avez par exemple un outil que vous avez développé et qui est mature, mais qu'aujourd'hui, en fait, vous postulez pour un projet qui permettrait de l'améliorer ou de le faire progresser, c'est tout à fait possible. J'espère que je réponds bien à la question. N'hésitez pas à remettre une question. Bonjour, peut-on soumettre plusieurs projets? On a déjà répondu. Oui, vous pouvez, mais on vous conseille de vous concentrer sur un seul. Alors, ce qu'on sait, pour le coup, je reviens sur la question précédente, qui était est-ce que une entité qui est déjà lauréate peut être lauréate plusieurs années de suite? Donc, le même projet ne peut pas être lauréat deux fois. C'est-à-dire si vous avez un seul et même projet pour lequel vous avez déjà été lauréat sur l'édition 1 ou l'édition 2, vous ne pouvez pas repostuler avec le même projet. D'ailleurs, si tout va bien, ce projet-là s'est bien passé et c'est terminé. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une attention particulière justement sur comment est-ce que les projets précédents sont passés. Maintenant, cette même entité a peut-être d'autres projets ou a envie d'aller plus loin sur des projets spécifiques et à ce moment-là, on ne voit pas a priori de contre-indication et le règlement ne prévoit pas de contre-indication à cela. Donc, si vous êtes lauréat d'années précédentes et que vous avez de nouveaux projets ou de nouvelles phases de votre projet sur lesquelles vous souhaitez de l'aide et l'accompagnement du Digital Energy Challenge, il n'y a pas de contre-indication. Il y aura juste forcément, dans le cadre de cette candidature, une curiosité sur comment est-ce que s'est passé le projet et de comprendre pourquoi est-ce que les projets ont besoin d'autres fonds de cas échéant. Oui. Ensuite, on a une question du Cameroun. Dans le cas où un prototype fonctionnel existe déjà, est-il un avantage pour le candidat? Alors, d'une certaine façon, oui, parce qu'en fait, le fait que vous ayez un prototype va sans doute améliorer le critère économique de votre projet. C'est-à-dire que si plus votre projet est capable de montrer qu'il va être un succès et qu'il va fonctionner et que qu'il va arriver à terme, plus il est crédible. Et donc, ça fait partie des trois critères qui sont regardés. Néanmoins, on regarde également le côté digital et innovant de votre projet et on regarde également l'impact, les impacts qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Donc, en fait, je dirais qu'il y a trois critères qu'on va vraiment regarder. Le critère économique de votre projet et en cela, le fait d'avoir un prototype, c'est sûr, est un avantage. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres critères qu'on regarde. Et typiquement, un projet qui peut ne pas avoir de prototype, mais être très bien noté sur les deux autres critères, peut également être choisi. Donc, je dirais que c'est un avantage, mais il ne faut pas non plus avoir peur si vous n'avez pas de prototype. Bonjour, une autre question. J'aimerais savoir pour les startups, est-ce que le rapport financier est demandé pour postuler? Alors non, le rapport financier n'est pas demandé. En revanche, si vous l'avez, c'est mieux puisque ça nous permet, nous aussi, de mieux comprendre la dynamique de votre entreprise et où est-ce qu'elle en est. Mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être pour préciser sur ce point-là, pas forcément au niveau de la candidature. Par contre, le projet, quand vous allez le définir, il y aura notamment un plan de combien vous demandez, notamment sur la partie subvention et de comment est-ce que vous pensez utiliser ces fonds.
Et donc, dans le suivi ensuite, pour débloquer les différents versements, il faudra tout de même donner un certain nombre d'informations et de justificatifs et qui permettent en fait à l'équipe du challenge de s'assurer que les fonds sont bien utilisés pour le projet et sont bien utilisés à ce pourquoi ils étaient prévus. Donc, pas forcément sur la structure en tant que telle, a priori, au niveau de la candidature. Par contre, il y a des échanges sur des sujets financiers une fois que, et si on l'espère pour vous, bien entendu, si vous êtes retenu, une fois que c'est fait pour le suivi du projet dans le temps. Tu veux prendre la question suivante? Bien sûr. Donc, Alex qui nous pose une question. Bonjour, mettez-vous en place une plateforme en ligne qui rassemble les différents porteurs de projets et leur permet de faire du matchmaking, des JV ou de candidater en consortium SVP. Merci d'avance, Alex. Mais, Alex, la question ne pourrait pas plus tomber à point nommé. Alors, Cyril l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. C'est une autre composante de la facilité Digital Energy, qui est la composante de la communauté. Donc, pour notre part, nous sommes en charge de la composante challenge, mais il y a une composante communauté. Et donc, il y a des travaux assez aboutis qui sont en cours pour déployer une plateforme, en fait, qui va permettre et de faire du matchmaking, potentiellement de créer des partenariats pour des consortiums, pour le challenge, mais pas que. Et aussi qu'il y aura sur cette communauté, si je ne m'abuse, un certain nombre de contenus, de répertoires par exemple, de différents participants. Enfin, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont en train d'être définies. L'objectif qui est aujourd'hui communiqué est un objectif d'avoir une première version à l'occasion du bootcamp qui viendra donc à l'automne prochain. Donc cette première version soit déployée, on l'espère, pendant l'été, pour entre guillemets, première utilisation dans le cadre du bootcamp et ensuite pour le challenge de l'année prochaine. Maintenant, encore une fois, c'est une action qui est très importante pour l'AFD et qui est en cours d'élaboration. C'est une action qui est pilotée d'un autre côté par l'AFD avec d'autres partenaires. Et on espère qu'on pourra utiliser cette plateforme qui est très ambitieuse pour le bootcamp et donc pour l'édition, qui fera plein d'autres choses. Alors, on ne vous entend plus. Eric qui nous dit ça il y a 8 minutes. J'espère que ce n'est plus le cas. Oui, mais Victoria nous entend, donc je pense que c'est plutôt un problème du côté d'Eric. C'était tout bon. Sur quel lien télécharger la présentation? Je vous ai remis dans le chat le lien vers la page du webinaire sur laquelle on mettra l'enregistrement d'ici un jour ou deux. Bien sûr. Et par ailleurs, le lien qui est épinglé en haut de la conversation, c'est les pages du challenge. Et à partir de ces pages-là, vous pouvez réatterrir sur les pages du webinaire, sur les brochures, enfin sur l'ensemble des matériels qui peuvent vous intéresser dans le cadre du challenge. Ensuite, on a une question de Louis. Les projets uniquement basés sur le développement web lié à l'énergie sont-ils éligibles? Alors, je vais essayer de deviner ce que veut dire le développement web lié à l'énergie. Mais en effet, si votre projet supporte uniquement le développement d'un site web ou le développement d'un logiciel, vous êtes éligible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des coûts qui supportent le déploiement d'infrastructures énergétiques, par exemple. En revanche, le développement de cet outil, quelle que soit la forme qu'il a d'un point de vue informatique et digital, il doit en effet être lié à l'énergie et plus spécifiquement répondre à un des thèmes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas juste être lié. Par exemple, vous ne pouvez pas développer un outil web qui sera lié typiquement à de la production de biomasse ou des choses qui ont pas trait au thème du challenge, qui sont, je le rappelle, le thème numéro 1, les mini-réseaux, le thème numéro 2, le support au réseau électrique principal, et le thème numéro 3, la décarbonation du réseau, l'efficacité et la stabilité du réseau. Pour donner un autre exemple, si le projet consiste à faire, je grossis un peu le trait exprès, mais le site web institutionnel d'un opérateur énergétique sur une géographie, voilà, faire un site web d'un opérateur n'est pas éligible en soi. Il faut vraiment qu'il y ait aussi, en plus d'être dans les thèmes,
un caractère innovant. Clairement, un des critères de sélection, ça va être le caractère innovant des différents projets. Voilà. Maintenant, pour revenir sur la réponse, oui, a priori, il n'y a pas de contre-indication si c'est du développement web et qu'il n'y a pas de, on va dire, de réalité physique autre que en ligne. A priori, c'est éligible. Il n'y a pas de raison de plus. La suivante, je vais peut-être prendre la suivante. Donc, encore, Monsieur Saut du Cameroun, pouvez-vous nous éclairer sur ce que vous entendez et attendez par digital et numérique? Par exemple, si notre dispositif est développé autour d'un microcontrôleur, est-ce que cela suffit à remplir le critère numérique et ou digital? Pouvez-vous nous envoyer tous les liens utiles via nos adresses mail? Alors, je vais prendre les deux questions l'une après l'autre. A priori, développer un dispositif autour d'un microcontrôleur, vous allez devoir quand même créer un logiciel de commande de ce microcontrôleur, le mettre en lien potentiellement avec des opérateurs qui vont être à distance ou pas. Et donc, en soi, a priori, j'ai tendance à penser que oui, un dispositif développé autour d'un microcontrôleur pourra satisfaire aux critères digital et numérique. Maintenant, on vous invite à regarder en termes d'usage sur les thématiques, vous assurer que votre dispositif et votre projet répond bien aux 3 thématiques. C'est réellement un point clé dans le cadre des projets qui sont accompagnés sur le challenge. Et donc, j'ai vu que vous avez liké votre question, donc ça veut dire que ma réponse répondait. Je suis très content de savoir ça. Donc, deuxième point, pouvez-vous nous envoyer des liens utiles via nos adresses mail? Alors, on a un peu volontairement fait le choix d'un échange un peu en dynamique ici. Il y a vraiment, s'il y a un lien que vous avez, et je me répète, j'en suis bien conscient, qui vous sera utile, c'est le lien de la page web du challenge où vous retrouvez tout. Voilà, on va peut-être regarder s'il n'y a pas une option de faire aussi autre chose en termes de communication, mais si vous avez déjà pu vous inscrire au webinaire, on est tous assez confiants que vous avez accès à cette page de la page web du challenge. On vous encourage réellement à aller dessus, là où vous avez l'ensemble des informations. Et on s'efforce, l'ensemble de l'équipe est mobilisé, comme vous le voyez, pour faire en sorte que les informations soient à jour. Et tout le monde est tout le temps disponible. C'est l'idéal parce que ça nous permet aussi de mettre à jour des différentes versions d'informations. Vous voyez les FAQ par exemple, si on vous les envoie là tout de suite par mail avec des pièces jointes, ça ne sera pas idéal parce que peut-être qu'il y aura une modification lors du webinaire en anglais de cet après-midi qu'on répercutera sur l'ensemble des FAQ. C'est pour ça qu'on encourage réellement à aller vous rendre sur la page web du challenge. Ouais. En fait, vous trouvez tous les liens utiles sur la page web. Est-il possible qu'une startup postule pour plus d'un seul projet différent, donc 2 ou 3 projets? On a déjà eu cette question, je répète. Oui, c'est possible, mais on vous encourage grandement à ne vous concentrer sur qu'un seul projet pour des questions de qualité. Donc, prenez le projet qui vous paraît le plus susceptible de remporter le challenge et concentrez-vous pour faire plutôt une candidature de qualité plutôt que plusieurs qui pourraient être moins complètes. Mais en soi, vous avez le droit de postuler pour plusieurs projets. La question suivante, Jérôme, je veux bien que tu répondes là-dessus. Je crois qu'on l'avait aussi eu par mail. La question, c'est un projet d'analyse de données géospatiales et de monitoring qui permet d'identifier les localités qui ne seraient pas éligibles à un déploiement de mini-réseau est-il éligible? Je sais pas, là j'avoue que j'ai du mal à comprendre la question parce que déterminer des points où on ne pourra pas faire de projet, je vois, bon, en soi c'est intéressant, mais non, là non, parce qu'à la fin quand même c'est faire des projets et des mini-réseaux, donc si c'est juste localiser des endroits où on ne peut pas faire de projet, bon, je suis un peu je sais pas, là j'avoue qu'il faut qu'on prenne un peu plus de temps dans la réflexion, mais l'intérêt du projet me paraît un peu limité quand même.
Mais bon, faut qu'on réfléchisse et poser officiellement votre question. Là, je n'ai pas de réponse toute faite comme ça. N'hésitez pas sur votre question, si vous la posez officiellement, à préciser un peu plus le contexte dans lequel s'inscrit ce projet. C'est-à-dire que si, je réfléchis un peu à voix haute et sous contrôle Jérôme, mais si cela vise justement à identifier des endroits où faire des investissements avec des préévaluations des projets pour le cadre d'un opérateur qui a besoin d'identifier là où en priorité il faut qu'il développe des réseaux, et peut-être en embarquant peut-être une autre partie de ce projet-là, pas uniquement identifier celles qui ne sont pas éligibles, mais plutôt à les pousser l'investissement dans ces localités qui sont identifiées, il est possible que cela ouvre. Là. Donc, si vous posez votre question par écrit, on pourra recreuser, mais on vous invite réellement à peut-être nous donner un peu plus de matière. Parce qu'effectivement, là, on est sur un point de finesse de la définition d'une des thématiques. Donc, on sera à votre disposition, bien sûr, pour creuser au bout. Et ensuite, on a un message de Laetitia. Pourrais-je à nouveau connaître les 3 thématiques? Peut-être qu'on peut revenir sur la slide. J'y viens tout de suite, si mon ordi veut bien. Donc, pour rappel, les 3 thématiques, c'est accès universel à l'énergie via des mini-réseaux. Donc, tout ce qui a trait aux innovations numériques qui supportent le déploiement et l'opération de mini-réseaux. Le deuxième thème, c'est la gestion efficace du réseau électrique. Donc, on va avoir tous les outils qui supportent le réseau électrique, c'est-à-dire typiquement optimisation des opérations, cartographie du réseau, réduction des pertes techniques et non techniques sur le réseau électrique. Et le troisième thème, c'est autour de la résilience et de la décarbonation des systèmes électriques. Et là, on est sur des sujets d'efficacité énergétique des réseaux, d'outils qui facilitent l'intégration de renouvelables. Voilà. Et vous avez le détail, donc avec plus de détails sur ces 3 thèmes, dans les règles du challenge. Les règles du challenge, c'est un document PDF que vous retrouverez quand vous téléchargez le dossier de candidature. Dans le dossier de candidature, en fait, quand vous le téléchargez, vous avez 3 documents. Vous avez le formulaire Excel qu'il faut remplir. C'est le document qu'il faudra déposer. Vous avez également les règles du challenge qui vont dans le détail et dans lequel vous pouvez retrouver beaucoup de détails sur les thèmes. Et enfin, vous avez un document qui rappelle les informations pratiques avec les différentes dates, les deadlines et des informations sur les critères d'éligibilité. Alors, Alex, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu à votre question concernant la mise en place d'une plateforme en ligne qui rassemble les différents porteurs de projets. Je pense que c'est la deuxième fois la même question. Je vais peut-être répondre beaucoup plus rapidement. Donc, oui, c'est prévu. Ce n'est pas dans le cadre du Digital Energy Challenge, mais il s'agit d'une autre composante de la facilité. On va bien mettre en place une plateforme en ligne qui rassemble les différents porteurs de projets. Il va permettre de faire du matchmaking et d'autres fonctionnalités. Cela est prévu, donc porté par l'AFD avec d'autres acteurs, et on espère pouvoir compter sur cette plateforme pour le bootcamp de cette année, donc pour l'automne, et pour l'édition à venir du challenge. Pour l'instant, cette plateforme n'est toujours pas en ligne. Ensuite, on a une question de Jean-Christophe. Est-il possible de partager les différentes slides de la présentation? Alors, vous aurez l'enregistrement du webinaire qui sera disponible sur le site. On a mis le lien un peu plus haut dans la conversation. Et en fait, toutes ces informations, elles sont disponibles dans la brochure du challenge, sur le site du challenge. Donc, on ne va pas partager les slides en tant que tels. En revanche, vous retrouvez toutes les informations dans la brochure et sur le site. Ensuite, on a une question de Vladimir. J'ai une question sur la langue de dépôt du projet et le cas échéant de l'entretien. Un ami d'un pays lusophone souhaite concourir, mais il ne parle ni français ni anglais. Alors malheureusement, pour l'instant, pour le challenge, on va uniquement pouvoir prendre des candidatures en français et en anglais. Tout simplement parce que c'est l'AFD qui est à l'initiative de ce projet et que les gens qui participent au comité de sélection parlent uniquement français et anglais. Donc malheureusement, il faudra concourir soit dans l'une, soit dans l'autre. Alors, pour le coup, il y a eu si je ne m'abuse, un des lauréats de l'année 2022 venait du Mozambique. Et donc, un endroit qui est lusophone. Et il y a effectivement aujourd'hui, donc il a candidaté, je ne sais pas en français ou en anglais. En anglais.
Par contre, cela n'empêche pas, au besoin, ponctuellement ou pour des documents contractuels, qu'éventuellement on aille traduire une partie des éléments, ensuite, notamment pour la partie convention. Voilà, je réitère. Pour un entretien lors de la phase de présélection, il se fera en anglais ou en français. Tout à fait. Ensuite, nous avons une question de Monsieur Laurent Faton. Un projet de salle de communication alimentée avec du système solaire contrôlé à distance, de la gestion de consommation et d'énergie. On pourrait utiliser dans les endroits reculés non électrifiés pour pouvoir faciliter l'accès à l'Internet. Est-il éligible? A priori, si le projet tend à financer toute la salle de communication, et en fait, disons que si l'innovation est sur le contrôle à distance, pourquoi pas? En revanche, il ne faut pas que les coûts capitaux de salle de communication des systèmes solaires soient une majorité de la subvention demandée. C'est-à-dire que la majorité de la subvention demandée doit permettre le déploiement d'une solution numérique. En revanche, si au sein de ce projet de salle de communication, vous avez une innovation numérique et qu'elle est une part centrale de la subvention que vous demandez, c'est éligible. Si je peux reprendre pour compléter la réponse de Camille, avec laquelle bien sûr je suis en phase. Pour rappel, le challenge s'appelle Digital Energy Challenge. Et donc, il y a un côté innovation digitale et il y a un côté énergie. Si la portée principale de votre projet, c'est de donner accès à Internet, peut-être que ça sera plus difficile pour vous de faire correspondre votre projet aux différentes thématiques du challenge. L'objet réellement, le centre du sujet, et c'est un peu la même réponse que sur le sujet de l'eau. Précédemment, on a eu une question sur l'eau. Le centre de l'innovation doit porter sur des sujets énergétiques qui, eux, vont répondre à une des thématiques. Si en lien avec cet aspect énergétique, il y a des bénéfices additionnels qui sont liés notamment à l'accès à Internet de populations qui ne l'étaient pas. C'est très positif par rapport à l'impact de ce projet. Mais le cœur du projet doit rester plutôt focalisé sur les enjeux énergétiques. Et enfin, on a une question. Bonjour, donc c'est Serigné Diop qui pose la question. L'acquisition de matériel en rapport avec le projet proposé peut-il être une composante du budget? Tout à fait, complètement. On vous invite à retrouver dans le document des règles du challenge un détail. Donc, on vous propose des exemples de ce qui peut être financé par la subvention. Et l'acquisition de matériel en rapport avec le projet peut être une composante du budget. Il y a un certain nombre de composantes qui peuvent entrer. L'acquisition de matériel, la sous-traitance pour des compétences spécifiques, des coûts de ressources humaines, bien entendu. Voilà, c'est une multiplicité de types de postes de coûts. En fait, c'est les différents postes de coûts dont aura besoin votre projet pour être déployé, développé et avoir le maximum d'argent. Ensuite, on a une question de Yann Koba. Bonjour, les startups ODC en phase de création, donc pas de chiffre d'affaires, pas encore d'employés, juste une équipe projet et un prototype. Avec un projet répondant à la thématique, sont-ils éligibles? Alors, pas de chiffre d'affaires, oui, vous pouvez ne pas avoir de chiffre d'affaires. En revanche, il faut au moins un employé à temps plein. Donc, pas encore d'employé, ça ne permet pas d'être éligible. Et il faut que l'entité soit créée, une existence juridique. Voilà. Donc, si je rebondis sur le point en phase de création. Il faut que la société soit enregistrée auprès des autorités compétentes et donc il y a au moins un employé, comme l'a bien précisé. En revanche, si vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, ceci n'est pas un critère d'éligibilité. Mais il vous faut un employé et une entité créée. Alors, je vois l'heure, il est 12h26, on avait prévu jusqu'à 12h30. Alors, on arrive, si je ne m'abuse, à l'ensemble des questions. Je vois juste s'il y en a qui ne sont pas likées, ça veut dire. Donc, Jean-Christophe Thomas avait posé la question, est-il possible de partager différents slides de la présentation? Comme on l'a évoqué précédemment, on vous encourage réellement à aller sur les liens
qui sont donc épinglés sur la conversation. Et à partir de là, vous retrouvez l'ensemble des informations nécessaires, voire plus de détails qu'il n'y a sur les liens. Et vous retrouverez notamment les enregistrements de ce webinaire, y compris le visuel, sur la page dédiée à laquelle vous avez accès depuis la page du challenge. Donc, Ouais. je me répète encore une fois, mais il y a vraiment la page du challenge est un parfait centre de ressources pour vous, pour candidater et pour partager l'information à votre réseau aussi. Ouais. Il y a 2 petites questions qui sont intéressantes à la Oui. fin, peut-être répondre très rapidement. Isaka, le coût total du projet peut-il aller au-delà du montant de subvention? Oui, bien sûr. La subvention n'est pas forcément le montant total du projet. Oui, tout à fait. Il y a un critère, si je ne m'abuse, qui est de 50%. C'est-à-dire, ces 50% va dans un sens positif. C'est-à-dire, la subvention vise à couvrir les frais de au moins 50% des coûts de votre projet. Voilà. Donc, c'est entre 50 et 100%. Et la deuxième question de Edouard, si nous n'avons pas encore mobilisé de fonds, est-on éligible? Oui. Si vous n'avez pas mobilisé de fonds, vous êtes éligible. Donc, sur la catégorie startup, bien entendu. Oui, sur la catégorie startup. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que c'est plus clair. Et donc, vous retrouverez encore une fois tout ce dont on a parlé dans la brochure, sur le site et dans les règles du challenge, qui est sans doute le document le plus détaillé. Non, vous inquiétez pas, Mabopi, c'est pas du tout grave d'avoir participé au webinaire au nom de votre entreprise. On va pas prendre ça en compte. Et puis, on vous souhaite une bonne journée à tous et bon courage pour l'élaboration de vos candidatures. Et l'équipe reste à votre disposition en tant que de besoin, mais on espère que l'ensemble des informations sont les plus complètes possibles et avoir répondu au maximum de questions aujourd'hui. Bon courage et à très bientôt, on espère. Merci.